and save the date. Seems... Sorry, Megan. I think there was an issue early in the start, like the meeting wasn't started, so people couldn't see. I just started it now. So okay. could you please restart from the beginning? I think there was a technical issue. I Sorry, think what we'll everyone. do, if it's okay, since that was just the introductions, I think it's best if we just go because it's already 12:10, and then Okay. this was just the Maybe you general can just info. reshow for the subtitles because I think Yeah, it's that's a important for great everyone. idea. Thank you. Okay, so on your Teams meeting, click More on the meeting toolbar on the top right-hand corner of your screen next to the camera and mic button. Oh, please restart. Okay. Thank you. So the More button is at the top of your screen. It's got the 3 dots. We have the image of it right here, the screenshot. Go ahead down to the bottom where it says Language and Speech, Show Live Captions. Once you've selected Show Live Captions, then you will have another option. The subtitles banner will appear at the bottom of the screen below the camera views. On the right-hand corner of that banner, please click on Language Settings as depicted here. Once you've clicked on Language Settings, another option will appear. This page will open. Please leave the spoken language spoken in the meeting as English, or else the live translated subtitles will not work. Activate the button on the left of Translate to and choose your language. And also when we will switch to French, you need to change the spoken language to French. We will be doing that as well. Okay. Okay, if there's no more questions, we will continue on. But please write us in the chat. Thank you guys for sharing. So we already went over the agenda. And our norms of participation for today. So first of all, non-judgment. We welcome everyone to please share your ideas, share your questions with us, participate without being afraid of being judged for them. Participation, since we're across the world in different places, different time zones, really helps if you share a reaction. You can raise your hand, you can give a clap, a high five. There's a react button at the top of the screen along with the raise your hand option. Utilize the chat as well. So thank you for participating. Number 3, oh, I saw a heart. Confidentiality. Okay, so this video is being recorded. Video is being recorded because we store all of these videos within our Google Drive along with the toolboxes so that people can access them who weren't available during this time frame. So keep that in mind when you're speaking. If you're sharing information about your library patrons, your institution, make sure it's information that doesn't invade anyone's privacy. And finally, if you can, turn off your microphones to avoid echo when we're speaking if you're not participating. Okay. So I'm going to go ahead and launch a poll real quick. So which of these obstacles do you find most challenging when welcoming people from a migration situation? Let me see. Does it work if I launch it? Okay. Oh, I see a lot of people saying A. Excellent in the chat. Okay, I'm going to reopen it and I hope it'll come out for everybody. There it is. Okay, good. B, outreach to migrant communities. C, intercultural communications. D, all of the above. Or E, none, I've got this. You're an expert. Go ahead and share your responses. Okay, a lot of B, a lot of A. Excellent. Okay, C, intercultural communication. Excellent. All right, good. So I can see here that a lot of people that
everybody's coming from a different place with different challenges that we're encountering. And so hopefully by the end of today's session, our goal will be that you walk away feeling like you have some tools in your toolbox that you can use so that you can encounter these problems with less frustration. All right, so we're going to jump into challenge number 1, which is outreach strategies. So as you can see, I've highlighted here the toolbox, which is called outreach strategies. And the first action area is reaching migrants in transit. So the first concept we're going to discuss is having mobile spaces. So we're going to be having a guest speaker who's going to be talking about just that idea. And I'm sharing with you guys in the link for the toolboxes. So if you do not already have the toolkits from the Libri project, please go ahead and fill out that form so that you can get them, because all of the resources I'm going to be talking about are from within this resource. So the concept of mobile spaces is for people in transit or living in temporary accommodations. Physical distance and lack of familiarity often prevent them from visiting a traditional library building. Mobile and flexible library spaces help overcome this barrier by bringing resources directly into public spaces, shelters, and transit hubs. These mobile services create opportunities for spontaneous interaction, learning, and social connection, especially for populations who might not otherwise have access to library services. Okay. We're going to move on to a second action area that I wanted to highlight before we get into our conversation about the mobile spaces. And this one, I'm highlighting another project in France about this concept of supporting basic needs with outreach. Outreach efforts that combine library sources with services to meet basic needs helps build trust and opens the door to deeper engagement. So what does that mean, basic needs? You can write it in the chat if you have any ideas. What are basic needs that you could try to help people gain access to that would improve your outreach? If you have any ideas, write it in the chat. I'm going to be sharing, giving it a second. Okay. All right, initiatives like Solidarity Breakfasts, so food, right? That's one of our basic needs. Mobile libraries and reception centers, safe child-friendly corners show how libraries can adapt to meet people where they are, both physically and emotionally, and create inclusive spaces for information, social connection, and rest. Excellent. Thank you, Amelia. Meeting and getting to know migrants. Excellent. So I'm going to share with you right now a link, and this is of a video from Le Garage Moderne in Bordeaux. Oh, provide warm clothing. Absolutely. So Le Garage Moderne has a partnership with the library system in Bordeaux, where they provide free breakfasts within a library setting. So they go in, they put out all of the food, and then they take it all out at the end of the breakfast. But that's a way to really get people to go inside the library space that maybe wouldn't have otherwise. I've also added an activity for you guys to try that's in the toolkit. Okay. And number 3, community outreach volunteers. This concept is about using the people that you already have in your library. So you can extend your reach by identifying trusted community members, especially migrants themselves, or individuals that are well established and active in local associations to share information about library services and activities within migrant communities. Outreach can also include using social media platforms popular among school-aged adolescents or specific migrant groups to promote activities. Okay, so those were just 3 big ideas about outreach, and now we're going to transition into our conversation with an expert. So we're going to switch in now with Marjorie Nadeau, who's the head of the Relais Lecture Library and the acting head of the Chantal Mauduit Hors les Murs Library. We're going to go ahead and change our language now to French. Okay, French. Et on va commencer en français. Donc, Marjorie, merci d'être ici. Bienvenue. Adjust everyone. It's like in your subtitle settings, you just
all need to go back to the settings and change the spoken language to French instead of English. Otherwise, your subtitles are going to be a bit weird. So, is it okay for everyone? Yep. Dis-nous si ça marche ou pas in the chat. C'est You can bon. tell us if it's working for you. Yeah. Ça marche. OK. Donc, Marjorie, comment est née l'idée du programme Bibliobus? Parle avec nous de ce programme à Grenoble. Alors, à Grenoble, on a 2 bibliobus. On a un bibliobus à la Bibliothèque des Relais Lecture, qui est un bibliobus pionnier en France, qui est arrivé en 1956, à l'exemple des bibliothèques anglo-saxonnes. Ce premier bibliobus, il était comme une bibliothèque sur roulette. Il se déplaçait de quartier en quartier. Il desservait les écoles et les habitants. Et ensuite, 20 ans plus tard, il a proposé aussi de s'adresser à chaque membre des groupes qui étaient desservis, les enfants des écoles qui pouvaient venir dans le bibliobus individuellement pour choisir, les personnels des entreprises, notamment les ouvriers, les personnes qui n'avaient pas accès à la culture, et aussi les crèches, la petite enfance, etc. En parallèle de cette desserte en bibliobus, il y avait aussi d'autres actions avec moins de livres, mais toujours dans une démarche d'aller vers les publics, avec la prison qui est à Grenoble, et également avec un portage de livres à domicile pour les personnes qui sont isolées chez elles, qui sont malades ou handicapées, ou des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. Voilà, donc après, on s'est spécialisé de plus en plus dans une identité professionnelle autour des publics éloignés. Wow. Voilà, et depuis les années 2000, on intervient aussi avec le bibliobus ou sans le bibliobus dans les foyers d'hébergement d'urgence, lieux d'accueil pour les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, les associations qui recueillent les femmes victimes de violences, etc. On a un axe très rôle social. Et est-ce que tu trouves que dans les lieux où les bibliobus vont, est-ce qu'il y a une grande communauté migrante aussi qui est présente? Oui, parce que quand on va dans des lieux qui sont éloignés des autres bibliothèques ou qui ont un public qui ne va pas spontanément en bibliothèque. Donc, par exemple, les écoles éloignées des autres bibliothèques, c'est des écoles dans des quartiers très populaires qui ne sont pas dans le centre-ville. Et il y a beaucoup d'enfants, parfois même de primo-arrivants, qui ne parlent pas encore français. Quand on fait des activités avec eux, par exemple, des fois on est obligé de traduire en anglais ou en italien pour les histoires pour qu'ils puissent participer. Et quand on intervient dans les centres d'hébergement d'urgence, il y a beaucoup de demandeurs d'asile ou de personnes qui sont en attente de papiers avec des dossiers compliqués. Également, quand on va dans les lieux d'accueil de précarité, il y a des personnes qui viennent boire le café, se reposer, qui sont aussi dans des transits, des parcours de transit de migration. Wow. Et as-tu des réussites ou des témoignages marquants liés au bibliobus que tu aimerais partager? Alors, sur le bibliobus des relais lecture, oui, en fait, nous, on a que 3000 livres dans le bibliobus. Wow. Voilà. Et quand on intervient sans le bibliobus, quand on intervient vers les publics très éloignés de la culture et de la lecture, on prend beaucoup moins. On prend juste, par exemple, 50 livres ou 30 livres. Et notre but, c'est aussi que les personnes, elles se sentent autorisées à venir en bibliothèque. Donc, ce qu'on leur propose aussi de temps en temps, régulièrement, c'est quand on a bien fait connaissance, qu'elles ont confiance en nous, on leur propose d'aller dans la grande bibliothèque pour visiter une exposition ou avoir un temps un peu
participation à la vie de la bibliothèque classique, on va dire, le bâtiment bibliothèque. Là, par exemple, avec les personnes qui sont en situation de précarité, on les a invités à venir voir une exposition patrimoniale de livres très, très anciens du Moyen Âge. Wow. Et elles étaient très heureuses qu'on leur propose ça, parce qu'elles n'auraient jamais pensé à venir toutes seules, et à leur dire que vous avez aussi le droit d'accéder au patrimoine, à la culture. Et on va faire la même chose avec un groupe de personnes qui sont en prison au mois de mars. On doit demander beaucoup d'autorisation pour qu'ils puissent sortir, être encadrés par des surveillants. Mais on a prévu aussi de refaire une sortie de visite d'exposition en bibliothèque avec ces personnes éloignées des cultures. Wow. Donc, cette exposition avec les livres anciens, ça c'était dans la bibliothèque ou ça c'était dans Ça, un autre endroit? c'est dans la bibliothèque patrimoniale qui s'appelle Bibliothèque d'études et du patrimoine. Et c'est une Ah, exposition sur les premiers livres qui ont été imprimés, avec des wow. techniques d'impression, avec du bois sculpté. Donc c'est aussi des personnes qui aiment bien pour toucher, voir des choses manuelles. Et, euh, et donc ça les fait entrer dans une bibliothèque qui est un peu impressionnante, qui est comme un temple, très grande, avec du marbre, avec voilà. Et nous, on leur dit, venez, venez avec nous, vous êtes autorisés. Il y a la personne qui va faire la visite qui est au courant que c'est un public particulier. On a travaillé quelque chose de plus interactif. Euh, et voilà, on est très contente que ça puisse avoir lieu et on essaye de le renouveler régulièrement. Wow. Ça c'est Il y a très... une, Yeah. Oh, pardon, il y a pardon, une question Claire. dans le chat. Mhm. Les personnes en situation de précarité que vous avez mentionnées étaient des personnes migrantes aussi? C'est mélangé, C'est oui. mélangé. Il y a beaucoup de personnes migrantes. Par exemple, il y a un des lieux où on intervient, un lieu d'accueil de jour, Point d'eau, ils reçoivent à peu près presque 500 personnes par jour. Donc il y a beaucoup de personnes migrantes, mais il y a des personnes qui sont installées depuis plus ou moins longtemps. Des fois, ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais qui ont toujours des questions de papier qui sont non réglées, des récépissés, des choses comme ça. Et il peut y avoir d'autres personnes qui ne sont pas migrantes, mais c'est minoritaire. Mm. De toute Et façon, il y a certaines postures qu'on recommande dans le toolkit qui sont vraiment à l'intersection de plusieurs publics bénéficiaires et des fois, ça permet de toucher un plus large public. Voilà, en tout cas, l'objectif avec notre partenaire, c'est de proposer que la culture, elle soit utilisée pour se remobiliser sur un projet, pour changer l'image de soi, se dire que ces personnes, elles ont aussi le droit d'accéder à la culture, d'avoir un regard différent. Quand on va avec elles à la bibliothèque, elles sont mélangées aux autres personnes qui ne savent pas qui elles sont, qui n'ont pas de préjugés sur elles. Donc ça, c'est important et ça leur fait aussi connaître la bibliothèque comme un lieu accueillant pour venir séjourner plusieurs heures ou pour venir être au chaud ou accéder à des ressources, des ordinateurs, des imprimantes, des documents sur l'accès aux droits, etc. wow. Et pour les personnes qui souhaiteraient créer un programme similaire dans leur réseau de bibliothèques, quels conseils leur donnerais-tu? Parce que ta programme, c'est magnifique, c'est grand aussi. Je pense que ça prend beaucoup d'organisation et de l'argent aussi. Donc, quel conseil est-ce que tu as? Moi, je pense qu'il faut déjà bien être d'accord avec sa hiérarchie, sa tutelle, pour savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes bien suivi? Est-ce qu'ils sont bien d'accord Hmm. pour le faire? Parce que ça prend du temps, ça prend plusieurs bibliothécaires dans le personnel, mais c'est un travail qui n'est pas très, comment dire, rentable. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. Les indicateurs habituels d'activité de la bibliothèque, ça va être le nombre de prêts, le nombre d'inscrits,
le nombre d'entrées dans la bibliothèque, etc. Et là, Mhm. c'est des publics qu'on va voir à l'extérieur, donc ils ne font pas des statistiques dans notre bibliothèque, en fait. C'est pas forcément des personnes qui vont s'inscrire à emprunter beaucoup de livres. Non. Mhm. C'est des choses, c'est pas un résultat immédiat. C'est un travail qui est sur le long terme. Moi, je dis un travail de fourmi, vraiment de petit à petit, des petits pas, Mhm. pour que cette personne, elle se remobilise, qu'elle se sente bien, qu'elle soit accompagnée, que la culture lui amène du bien-être. Et donc, il faut quand même être clair avec sa hiérarchie que c'est pas un résultat immédiat et ça ne va pas augmenter les statistiques de la bibliothèque, mais par contre, ça va prendre du temps de travail. Après, pour le bibliobus, il faut aussi voir que nous, actuellement, on a un bibliobus qui se conduit avec un permis spécial pour les véhicules lourds. Ah oui, Voilà, parce que c'est un déjà. gros bibliobus. Et notre deuxième bibliobus aussi, c'est un gros bibliobus. Et donc, il faut recruter quelqu'un qui sait le conduire, Mhm. mais qui a aussi des compétences de médiation. Donc ça, c'est des fois un peu compliqué à recruter. Moi, j'ai eu de la chance, mais sinon, voilà. Et si ce gros bibliobus, il ne peut pas forcément aller partout, il ne peut pas se garer partout. Donc, il faut aussi bien réfléchir si peut-être vous voulez des véhicules plus petits que toutes les bibliothécaires qui ont le permis de conduire peuvent conduire Ah et qui est oui. plus agile pour aller, par exemple, sous des arbres ou dans des quartiers qui sont avec des rues plus étroites. Ou, voilà. Ça, c'est quand même quelque chose d'important et à bien réfléchir en amont. Oui, très pratique. Et je veux laisser la parole, ouvrir la parole pour tout le monde. S'il y a des gens qui veulent poser des questions avec le microphone ou dans le chat, c'est un bon moment de partager nos idées. S'il y a des gens qui veulent poser des questions à Marjorie sur la programme de Bibliobus à Grenoble, on va laisser un peu de temps maintenant. Moi, je m'appelle Aurélie Dablanc, je travaille à la BNF et je voulais savoir, au niveau des livres, c'est que en français ou bien vous avez des livres en anglais? Quelles sont les langues, ou bien vous avez des livres dans d'autres, en turc, enfin, Bonjour. Alors, dans le bonjour. bibliobus, on a principalement des livres en français, mais on a aussi des livres en anglais. Et quand on va, par exemple, en centre d'hébergement d'urgence, où là, on connaît les familles qui sont là sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc, on peut amener des livres qu'on prend à la Bibliothèque internationale D'accord, selon la langue des personnes qui vont être sur place. Et un des projets qu'on voudrait mettre en place avec Libri, c'est de créer un fonds dans les langues de migration. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. À la Bibliothèque internationale de Grenoble, on a 7 langues. Donc il y a l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le portugais, l'italien, le français, langue étrangère, l'allemand, et j'en oublie peut-être une, je ne sais plus. Mais on n'a pas les langues de migration. Donc ça, c'est notre d'accord, projet 2026. d'accord. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il y a une question de Annie. Oui, bonjour. Alors moi, j'aimerais savoir s'il y a des moments plus compliqués, interculturellement parlant, dans vos actions. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont posé problème? Comment vous les avez résolus aussi? D'un point de vue interculturel, donc. Je pense notamment dans notre action sur le centre, enfin l'accueil de jour qui s'appelle Point d'eau, où il y a de plus en plus de monde. Et où les activités qui sont proposées, on va dire, se font un petit peu concurrence au niveau de la place. C'est-à-dire, par exemple, on est obligé de réserver une table pour le groupe qui veut venir spontanément à notre activité, parce qu'à côté, il va y avoir d'autres personnes qui proposent un petit déjeuner, d'autres personnes qui proposent de customiser des vêtements qui sont donnés aux personnes en précarité pour les customiser à leur taille, à leur goût, etc. Il y a un autre atelier où ils vont travailler sur l'accès au droit, donc un peu trop serré. Et il y a même un autre endroit où on intervenait, où aujourd'hui,
un endroit qui est réservé aux femmes, qui est non mixte, pour les femmes victimes de violences. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils n'ont plus la place de nous accueillir à l'intérieur. On est obligé de penser des projets toujours à l'extérieur de leur local. Voilà. Merci. Merci. Claire, tu as une question aussi? On n'entend pas. Pardon, Euh, mon micro a été coupé. J'aurais deux questions. La première, vous avez parlé du fait que, à cause de la barrière linguistique, vous avez parfois besoin de traduire les contenus et les histoires. Alors, comment vous gérez cette barrière de la langue au quotidien dans vos actions concrètement? Alors là, je parlais en particulier d'actions qu'on fait, notamment dans un quartier, le quartier où j'assure la direction par intérim, hein, le quartier où se trouve la bibliothèque Chantal Mauduit aujourd'hui, où en fait, dans l'équipe, on a des personnes qui parlent très bien anglais. Moi, je parle italien aussi. Donc, on se débrouille comme ça, mais on n'a pas de formation professionnelle là-dessus. C'est plutôt avec les connaissances. J'ai par exemple une collègue qui parle tchèque. Pour l'instant, ça ne nous a pas servi. Mais j'ai une autre collègue qui parle wolof. Voilà, c'est un petit peu le hasard des recrutements qui fait qu'on a des compétences en langue. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait plus organiser et monter en compétences, je pense. Ok, merci. Et la deuxième question que j'avais, alors vous avez mentionné que les indicateurs traditionnels n'étaient pas trop utiles pour mesurer Ouais. l'impact, mais est-ce que du coup, vous avez pu observer un impact et des choses qui vous motivent à continuer sur cette voie? Oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, cet été, on a fait un projet, peut-être vous connaissez, ça s'appelle Partir en livre, un projet qui est avec le Centre national du livre autour de la littérature de jeunesse. On a travaillé avec 10 ou 11 groupes, et dans les 10 ou 11 groupes, il y avait un groupe d'adolescents qui sont des familles migrantes, qui sont installées, qui ont des papiers et qui sont dans des hébergements alternatifs après avoir été à la rue. Et c'est des personnes qui n'ont pas de réseau professionnel, par exemple. On a fait ce projet, on leur a fait découvrir des pratiques culturelles qu'elles ne connaissaient pas, par exemple de la danse contemporaine, parce que le projet, c'était l'idée de découvrir l'univers d'une autrice, Lisa Balavoine, d'entrer dans son roman et d'aller interviewer d'autres jeunes, de faire une interview de cette autrice, d'animer une émission radio. Comme le roman parlait de la danse, on les a amenés aussi faire pratiquer et découvrir la danse contemporaine avec des jeunes ados d'une autre classe sociale qui pratiquaient. Et dans ces jeunes, il y a 2 jeunes qui ont adoré le projet avec la radio, et on les a mis en contact pour faire leur stage de collège à la radio. Et par exemple, ce jeune, je suis très contente, Michael, il y a 2 ans, il était à la rue avec sa famille. Il n'avait pas ce réseau-là. Et il était vraiment très prometteur. On lui a proposé, en plus de participer au projet, d'être animateur de l'émission radio. Et il s'en est super bien sorti. Quand on a enregistré l'émission radio en public, il y a son papa qui est venu. Donc c'était vraiment, on était ravis. Et aujourd'hui, on a des liens très forts avec lui, encore plus qu'avant, quoi. Il sait que par les bibliothécaires, il peut découvrir un nouveau univers qui s'ouvre à lui, quoi. Ça, c'est beau. Je vais terminer cette partie avec la dernière question pour le moment parce que nous avons une autre participante après, une autre discussion. Donc, Elodie, elle a écrit dans le chat, « Bonjour, comment s'est passée la prise de contact avec les partenaires, le centre d'accueil et à quel moment du projet les avez-vous contactés ?» Alors, de quel centre d'accueil parle-t-elle? Je ne sais pas, les partenaires que tu utilises. D'accord. Alors, en général, il y a des centres d'accueil soit municipaux, soit qui dépendent d'associations. Donc, souvent,
Nous, on a des partenariats depuis très longtemps, plus que 10-15 ans avec ces centres. Mais par exemple, vendredi, j'ai un nouveau partenariat avec une association qui nous a découvert par le bouche à oreille. Et c'est un nouveau centre d'hébergement d'urgence. Donc, on va se rencontrer, on va leur expliquer ce qu'on fait et ils vont nous demander ils vont nous présenter leurs attentes, en fait. Et on va construire ensemble un projet qui est personnalisé par rapport à leur public, leurs attentes. Par exemple, il y a des lieux d'accueil où il y a plutôt des messieurs célibataires. Il y a des lieux d'accueil où il y a plutôt des familles. Il y a des lieux d'accueil où il y a, par exemple, des travailleuses du sexe. Donc, on va vraiment adapter notre projet aux partenaires. Merci beaucoup, Elodie. J'espère que ça répond à ta question. Et je vais dire merci à Marjorie et je lance dans le chat des sites que j'ai trouvés sur les bibliothèques de Grenoble où Marjorie travaille et tu peux trouver plus d'informations là-bas. Et on va continuer avec notre conversation, mais n'hésite pas à écrire dans le chat s'il y a des autres questions que tu voudrais penser. Et I'm going to switch back to English. Very briefly, before we get into our next conversation. Okay. So just very quick, I've shared with you, oops, great. Just something for you to look at. In the toolkit, Outreach Strategies, there is an activity number 6 entitled Create a Mobile Library, and it gives you the steps to give it a try, to try to make, without buying a big van, just using any kind of transportation, be that a taxi or someone's personal car, and going somewhere out in the community and giving it a shot. So I encourage you to check that out. Also within the toolkit is more tips and tricks that you guys can read. I'm going to go ahead and skip that though so that we can move on to our conversation. So our next challenge is addressing language and communication barriers. So I'm going to suggest to you all to utilize the resource of the toolkit entitled Supportive and Welcoming Information Hubs. Within that toolkit, you'll see an action area entitled Welcoming, Inclusive, and Safe Spaces. So something to keep in mind here. For many newcomers, the first interaction with a library, whether through signage, a website, or conversation, can determine whether they feel the space is open to them. Inclusive communication strategies can help break down language and cultural barriers so that migrants can easily understand the services available and feel confident using them. Let's jump in. All right, so look at this picture, okay? We're talking about effective communication and space management. So first of all, there's a sign at the top that says, this is a safe space. Right, that sign's in English. You would maybe need to translate it in several languages to make people feel comfortable. We have pictograms on this image. The pictograms are the pictures next to each subject, so people know what the topic is, right? There's a cross, like you find at a pharmacy next to medicine. Next to English, there's the British flag. The staff is wearing language pins that show what languages staff members speak. Marjorie was just talking about that, how she has a staff member that speaks Czech within her library. So if they had that little language flag, if someone came that spoke that language, they'd be so delighted to find that connection. Also, a clearly marked welcome area with guides in multiple languages makes people understand where they can go for help. Talking about multilingual guides, this is something else that's in the toolkit that I think is an incredible resource, which is multilingual welcoming guides. Now, this is something that takes a long time to make. I'm going to share with you in the chat one from the library in Bobigny, France. And I also really love one from the city of Nantes, so you guys could check those out. And those are in multiple languages so that people can understand what are the resources in their town and community in a language that they can read. And I'm finally going to highlight for you all the Paris Public Library System, which
Their website is navigatable in multiple languages, which is very helpful so that you can utilize the catalog and find resources in the language of your choice. So please check out those resources there. Thank you. Okay, since we're talking a lot about France, sorry guys, I wanted to share with you all some examples from other countries about what they're doing as well, because not only is it important to think about your space and creating resources like guidebooks, but also thinking about language and helping people learn it. So this action area is hosting community language acquisition. So language is often the first and most immediate barrier that migrants and newcomers face. Without the capacity to speak, read, or understand local languages, many everyday activities from grocery shopping to medical appointments becomes a challenge. Beyond just a practical hurdle, it shapes their ability to access rights, services, education, employment, and ultimately integrate themselves successfully within the community. So I'm sharing from Latvia. We have the example of the My Liepaja Library project, which offers Ukrainian children and young people a space to learn Latvian through structured language classes and informal practice. From Romania, the Antim Iverniu, excuse my pronunciation, County Library, where over 100 Ukrainian children studied Romanian and English while taking part in social and educational activities. And in Poland, the Language Without Borders program, which holds Polish courses twice a week for refugees, primarily women who attend with their children. And we're going to talk about that later. That's even the topic of our next webinar. But providing resources for children and youth is a great way to get people from the migrant community involved in your libraries. All right, let's move on. So, yay, guest speaker time again. So now we're going to switch again to French. And je vous présente Christelle Tridon, qui est la directrice de la médiathèque Federico Garcia Lorca. Oui, bonjour. Bonjour. OK. All right. Donc, j'ai invité Christelle parce que nous sommes rencontrés à sa bibliothèque et j'ai vu qu'il y avait des programmes de conversation classes. Et j'ai voulu discuter avec elle de ce programme, comment ça va, et écouter plus. Donc, je pose d'abord la question, comment et pourquoi as-tu développé ce programme de conversation classes? Alors, en français, on dit atelier de conversation. Je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat, mais en fait, ça a été créé, ça fait un moment que dans beaucoup de bibliothèques en France, ce programme existe. Ça a commencé à la Bibliothèque publique d'information à Paris, qui est un lieu où il y a beaucoup de migrants. La Bibliothèque publique d'information, c'est dans le centre Beaubourg, donc en plein centre de Paris. Et c'est une bibliothèque aussi sans inscription, sans emprunt, qui est très grande. Et donc, il y a beaucoup de personnes migrantes qui l'ont fréquentée. Et ils ont mis en place ce programme, c'est-à-dire donc l'atelier de conversation. Le principe, c'est très simple. C'est on discute en français avec des personnes qui sont en général allophones. Enfin, pas en général, qui sont allophones. Et donc, c'est une conversation qui dure 1 heure et demie. Et la principale activité du bibliothécaire, c'est de distribuer la parole, d'écouter et de relancer. Ça fait un peu, on va dire, animateur, voilà, animateur de réunion, on va dire ça comme ça. Et donc, nous, on l'a mis en place à Montpellier. C'était déjà en place à la bibliothèque Émile Zola, qui est la grosse médiathèque centrale, qui avait fait un partenariat avec l'Alliance française. Et nous, c'est parti de plusieurs collègues qui avaient envie de mettre ça en place. Moi aussi, je venais de Paris et j'avais déjà cette expérience dans plusieurs bibliothèques parisiennes. Et donc, on a dit, banco, on essaye, on va voir. Ça ne demande ni argent, ni voilà, il faut du temps et des bibliothécaires motivés, c'est tout. Et on va dire que ça a mis
à peu près 6 mois pour prendre, on va dire, parce qu'au début, il faut que l'information passe. C'est pas forcément facile de communiquer, puisque le public allophone, eh ben, les affiches, le portail, c'est pas forcément par là que ça passe. Donc, on a beaucoup communiqué auprès de nos partenaires du quartier, auprès des institutions sociales, enfin la CAF et d'autres. Et petit à petit, le bouche à oreille a fonctionné. Et maintenant, ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est intéressant. Donc, tu as dit que tu ne dépenses pas de l'argent dans ce programme parce que ça, c'était une question. Quel financement as-tu pour les mettre en place? Rien? Ben, juste, voilà, on achète des gâteaux, du café, hein, c'est tout. Mais on va dire que c'est très minimal. OK, ça, c'est bien. Oh, il y a une question dans le chat. C'est à quelle fréquence les organisez-vous? Toutes les semaines. Donc, nous, on le fait le mardi en début d'après-midi. On avait choisi cet horaire un peu aléatoirement. On a demandé aux associations d'apprentissage du français quand est-ce qu'elles avaient les cours, quand est-ce que voilà. Puis on a décidé qu'on mettait ce jour-là. Et depuis voilà. Et on ne change pas l'horaire parce que c'est ça qui sert de point de repère. Et ça, c'est une bonne idée de garder la même heure chaque semaine pour que Voilà, les parce que gens... Yeah. c'est sans inscription. Donc ça veut dire que c'est gratuit, ben voilà, comme les bibliothèques sont un lieu d'accueil, c'est gratuit, c'est sans inscription et on peut venir une fois, pas l'autre fois. Enfin voilà, parce que souvent les personnes migrantes ont beaucoup de nécessité voilà, de faire des démarches pour leur papier. Elles sont pas toujours disponibles. Donc c'est très libre, hein, voilà. Comme les bibliothèques, on n'a pas besoin de prévoir en avance si on peut venir ou pas. Et Anis se demande, est-ce que le public change beaucoup? Y a-t-il des habitués? Oui, il y a des habitués. Alors, en fait, c'est assez marrant, ça change. Enfin, c'est des habitués pendant un moment, puis après, c'est rare que les gens viennent qu'une fois. Ils viennent plusieurs fois, et puis parfois, leur vie fait que ça bouge, mais on a souvent un noyau qui reste au moins. Je ne sais pas comment dire, parce que ça dépend des personnes. En tout cas, c'est des habitués. Mais c'est des habitués d'un an ou de 6 mois, d'autres qui sont là 2 ans, 3 ans et d'autres que un mois ou deux, ça dépend vraiment. Mais on a quand même un petit groupe, un petit noyau sur lequel s'appuyer à chaque fois d'une fois sur l'autre. Ça, c'est très intéressant. Et j'ai voulu aussi, parce que j'ai voulu demander, j'ai vu aussi qu'il y a un événement qui s'appelle Bébé Polyglotte. Donc, quelle est la fréquentation de ce programme Alors, et comment ça se compare? alors, PV Polyglotte, c'est pas du tout le même principe, c'est-à-dire que c'est une collègue qui raconte des histoires. En fait, on fait régulièrement aussi tous les mois ce qu'on appelle des bébés lecteurs, c'est-à-dire que on raconte des histoires aux tout petits. Et donc, polyglotte, c'était l'idée de faire de temps en temps en bilingue, c'est-à-dire qu'il y a la collègue qui le fait en français et donc on demande. Alors, au départ, on partait beaucoup sur des mamans. Mais c'est arrivé, et donc, mais après, depuis maintenant, c'est arrivé qu'on propose à l'atelier de conversation s'il y a des personnes qui ont envie de faire ça avec nous. Donc voilà, donc en général, c'est souvent des mamans qui sont motivées, mais on a eu d'autres personnes qui n'avaient pas d'enfants, mais qui se sont dit, tiens, pourquoi pas, et qui l'ont fait. Donc en fait, les langues sont vraiment très différentes, hein. Voilà. Ça, c'est Mais ça chouette. demande un peu plus de préparation. Ça demande ce que la personne elle puisse venir une autre fois, qu'il soit un peu bénévole, en fait. Wow. Les personnes qui ont participé, ils ont parlé quelle langue pour le livre pour les enfants après? Il y a parfois les livres, alors quand c'est en arabe, c'est facile, ou en anglais ou comme ça, mais quand c'est des langues de migration, en fait, comme c'est des livres pour les tout petits, hein, donc ça demande que la personne fasse la traduction dans l'autre sens. Donc on travaille un petit peu avec. Après, il y a des chansons. Après, on ne fait pas forcément de traduction. Des fois, on raconte une petite histoire en français. Quand c'est compliqué pour la traduction,
on raconte une petite histoire en français, après on chante une comptine dans l'autre langue. En fait, l'idée, c'est que tous les enfants, ça ne s'adresse pas forcément aux enfants de familles migrantes. Et évidemment, ils sont les bienvenus, mais ça s'adresse à tout le monde. C'est une valorisation aussi d'autres langues. Et les enfants tout petits, c'est les sons qui en entendent plus que la compréhension. Et donc, ils sont très contents d'entendre. Enfin, ça se passe toujours très bien. Ça, c'est chouette. Et il y a deux questions dans le chat. Donc, de Elodie, y a-t-il des francophones qui participent, des personnes intéressées ou bénévoles qui souhaitent participer aux ateliers? Leur sont-ils ouverts? Alors, les ateliers de conversation sont ouverts à qui veut, mais en général, alors francophone, il y a certaines. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans l'atelier de conversation, il y a grosses différences. C'est pas homogène. Il y a des personnes qui sont très débutantes, d'autres personnes. C'est un peu la difficulté pour nous bibliothécaires quand on anime, c'est-à-dire que il y en a qui parlent très bien français, d'autres pas. Donc, on pourrait dire certains sont quasi francophones, sont quasi bilingues, mais ça leur permet de quand même d'approfondir leur français. Ça permet aussi, ce que j'ai peut-être pas dit, un lien social, parce qu'il y a des communautés différentes. Et donc, souvent, quand les personnes qui migrent, ils retrouvent dans leur pays d'accueil des personnes de leur communauté parce que c'est plus facile, parce que c'est de la discussion, parce que la famille qui retrouve. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment toutes les nationalités et que du coup se croisent des personnes qui ne se seraient pas du tout croisées. Et donc, il y a une entraide, c'est-à-dire que les personnes qui sont, on va dire, plus francophones ou plus bilingues, aident le bibliothécaire, je dirais. C'est pour ça que je dis un peu ceux qui sont plus là depuis plus longtemps ou qui. Voilà. Mais il y a normalement d'autres Français qui viennent. C'est ouvert, mais ça, ils viennent enfin, ils viennent pas. Merci. Une autre question, c'est l'animatrice de l'atelier est volontaire ou Oui, c'est sa mission spécifique? volontaire. Nous, à la bibliothèque, on a proposé et on est 4 à le faire, en fait, les uns après enfin, pour pas que ce soit la même personne chaque fois pour pouvoir avoir le temps de préparer le thème et parce qu'aussi, enfin, c'est très agréable. Franchement, les personnes ont toujours peur de se lancer, donc souvent viennent voir. Et après, quand on se lance, c'est assez facile, hein, en fait. Les gens parlent facilement, se confient très, très facilement, donc c'est pas très compliqué. Donc, c'est vraiment le volontariat. Moi, je suis pas pour qu'on impose. Et c'est vrai que le fait d'être plusieurs à tour de rôle, ça permet aussi d'avoir une méthode un peu différente pour les gens, des thématiques différentes. Voilà, c'est parce que chacun a sa façon d'être et de parler, voilà. Donc les thèmes, ça peut être aussi bien des thèmes du pratico-pratique, genre sur l'argent, sur je sais pas, les saisons, des choses comme ça, mais ça peut être aussi sur l'art, ça peut être, c'est vraiment très, très varié et c'est un peu le prétexte à commencer la discussion. Donc, je pense, Annie, ça répond à ta question. Est-ce que vous lancez un thème? Est-ce qu'il y a des autres questions aussi? Claire, c'est toi? Oui, c'est moi. Justement, est-ce que à travers ces ateliers de conversation, vous faites un lien avec les services plus traditionnels de la bibliothèque? Hmm. Alors, en général, de temps en temps, on fait ensuite, pour ceux qui le désirent, une visite de la bibliothèque. On facilite les inscriptions aussi. On présente aussi nos livres qu'on a, nos fonds de livres FLE. Et on peut annoncer il y a des personnes de l'atelier de conversation qui ont pu venir, par exemple, à des concerts ou à d'autres animations de la bibliothèque. Ça dépend. Il y en a oui, il y en a non. Mais voilà, on fait le lien notamment sur les fonds de FLE. Et on a aussi, ce que j'ai pas dit, on a une jeune service civique qui, euh, qui est là, qui vient à l'atelier de conversation avec nous et elle a une mission un peu à la fois de facilitation d'aide aux devoirs, mais aussi une partie
d'aide à l'apprentissage du français. Donc, en fait, elle peut les aider sur leurs devoirs de français. Elle fait des rendez-vous un peu individuels ou en groupe de 2 ou 3 quand ils sont un peu le même niveau. Et elle travaille plus vraiment sur du fleu que par rapport à nous, quoi. Où nous, c'est vraiment la conversation, l'oral. Ok, donc c'est presque la fin. I'm going to end it here, this part of our conversation, since we have about 2 minutes till we're supposed to officially be done. But that said, if anyone has any very important questions, please don't hesitate to write it in the chat. I think Christelle would love to answer them. All right, so without Claire? Yeah, I have one last question, sorry. Au début du projet, il y a certaines bibliothèques quand on avait fait un appel à manifestation d'intérêt, qui nous avaient dit que des fois, elles pouvaient organiser des choses, mais le service proposé ne démarrait pas tout de suite. Donc, est-ce que c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas tout de suite les publics attendus, et parce que comme vous l'avez dit, il y a des personnes migrantes, des fois, sont très occupées avec leur démarche administrative. Est-ce que vous avez eu un démarrage un peu plus lent ou est-ce que ça a tout de suite marché? Qu'est-ce qui vous a aussi amené à persévérer et aussi par rapport à la communication avec vous avez cité la CAF, les partenaires. C'était sous quel format? Vous avez fait un petit leaflet, enfin un petit visuel ou c'était par mail? Alors, effectivement, il ne faut pas se décourager. Parce qu'au début, on avait 2, 3 personnes, ça a du mal à démarrer. Et puis tout d'un coup, voilà, on ne sait pas pourquoi. Il faut être un peu persévérant au départ. Moi, je vous dis, nous, ça a été 6 mois à peu près, on va dire, pour que vraiment, il y ait plus que 5 personnes. Là, maintenant, on est à 15, 20 en général. Donc, on commence à se poser la question, si on dépasse 20, il va falloir trouver notre système d'inscription, etc. Pour la communication, c'est on en parle à des réunions de quartier, on distribue des flyers aussi aux partenaires. Voilà. Après, voilà. Et puis, on en reparle à chaque fois. On essaie de... C'est un peu un travail de longue haleine, hein. Je ne sais pas trop. C'est surtout les flyers, ça marche, mais voilà, on envoie des mails aussi, effectivement, on en reparle. Et après, à un moment, ça prend. Mais s'il y a besoin, moi, je peux donner mon mail aussi, puisque je pense que c'est fini là. S'il y a besoin que des personnes sont intéressées, je peux leur répondre aussi par mail ou par téléphone, hein, si possible. Je peux donner mes coordonnées. Merci, Christelle. Thank you so much. I've shared in the link. We will go ahead and go back to the presentation quickly to go through our last items of business since we know a lot of you have to leave. Thank you for being here. So we had the conversation classes. Those were the advertisements that they've put on their website. We've had our Q&A. I have highlighted 2 activities within the toolkit, the guided library tour and a create a local phone book. Those are 2 activities that I think are pertinent with what we talked about today. Also, there's some other tips and tricks within the toolkit that I suggest you look at one more time. We'll go ahead and skip over them for now. They're all in the toolkit. Just some questions. And we didn't have time to discuss translation, but maybe that can be a topic for our next conversation. But it is a tool that I think people do use. Claire, did you want to speak about any of these? Yes, actually, one thing we really insist on in the Libri project is like it's good to co-design your initiatives with people. So if you want to support one specific target group, it's very good practice to first ask them about what they need. And then like we've seen today how like using existing networks and partners can help you outreach to people, and like by staying patient more and more, like you will build up on your activity. Clear advocate is also a good practice because trust is a very key
a key component of having a successful activity. People need to feel like trust in your institution, and so this takes time, and having peer advocates can help. Yes, like that's a very long topic, but as a professional, we also share tips in the toolkits about how to avoid stereotypical representations. And also a good way to communicate is also to share pictures of what you're doing, but always be careful about asking participants their permission when taking picture, and also with sensitive public like migrants, it can sometimes put them in danger to take pictures. So you have to be careful as well when you take pictures. Thank you. We'll continue on. So in the chat, I've shared most of the links for what we're going to be talking about just at the end. Oh, International Migrants Day is coming up. It's tomorrow, so we know that you don't maybe have plans, but next year on December 18th, it might be a great idea to plan a celebration on International Migrants Day. And I'll share with you a link from UNESCO that just gives you a little bit more information about the history of that day. Okay, continuing on. All right, so I've already shared the link in the chat, and that's for the satisfaction form. We do use your information, your comments, so that we can keep on making these webinars more pertinent and relevant to your work. So please share your feedback. We really greatly appreciate it, and we do read everything you write. So thank you so much for taking a moment. I know you're busy, so thank you very much. Okay. And, oh yes. Juste, Mégane, attention, tu as mis mon mail dans le chat et c'était pas le bon. Hein. Ah, c'était pas le bon. Erreur. Voilà, c'est TRIDON et pas ER. Oh no. Je l'ai mis derrière dessous. Okay. All right, I will delete that. I'm sorry, guys. Non, That was pas grave, me. Was me trying to find Christelle in my email when I was contacting her. My apologies. Thank you for correcting it. Okay, next webinar is January. Already 2026, January 16th. I am looking for participants. So if you are an expert, if you have any expertise, or you want to workshop it, your experiences outreach for children, youth, and families from a migrant background, please contact me. I will put my email in the chat again as well. And there's the registration link is in the chat. Okay. Next. Okay, so those are your calendar events. If you want to take a picture, February 5th will be trauma-sensitive approach for most vulnerable users, and February 26th, focus on fostering partnerships. Mark it in your calendars. And next, download the toolkits. If you haven't done so already, please make sure you do so that you can have access after you fill out the registration form. Go ahead and save the drive into your own personal folder, and you'll have the webinar videos saved there as well. Okay, next. On LinkedIn, you can also please join us. That's where we share information about our upcoming webinars. You can contact us, and you can share best practices. Share the link in the chat for our group. Okay, and thank you. So I apologize for going over time, but thank you guys for being with us. If you have any questions, please feel free to stay and ask. Thank you again. I hope you have a great holiday season and a happy end to 2025. We look forward to seeing you in 2026. Thank you. Bye-bye. Thank you, Marjorie. Thank you, Christelle. Thank you, everyone. Much. Thank you, Elodie.